sidéré. Allez le grand. Allez le grand. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau podcast Hors-Jeu. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour mon premier invité, j'ai la chance de recevoir Ryan Boulawat, jeune coureur cycliste professionnel de la Total Direct Energy. Ryan, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Merci beaucoup de donner votre temps pour discuter de tout ça, de vélo, on va parler de votre parcours, de votre jeune début de carrière, en pro notamment. Déjà, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Alors, Ryan Boulawat, 21 ans, coureur cycliste au Team Total Energy. C'est ma première année chez les professionnels au sein de cette équipe-là. Et puis, j'ai fait 2 ans auparavant au Vendée U chez les Espoirs. Et puis après, j'ai suivi un parcours assez classique dans la catégorie des jeunes en étant au Team 94 à Argenteuil. Donc voilà un peu pour résumer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous parlez de parcours un peu classique. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, on ne sait pas trop comment ça se passe vraiment la formation pour un cycliste, pour un footballeur, enfin d'autres sports, on sait un peu, centre de formation, tout ça. Comment ça se passe pour un cycliste? Comment ça démarre la formation, enfin s'il y en a une, et après pour atteindre le niveau pro? C'est assez spécial parce que maintenant ça évolue. Ça se fait de plus en plus tôt. Maintenant, ça se fait quasiment dès les cadets. Mais moi, à mon époque, on faisait minime cadet où c'était plutôt plaisir, même si on commençait déjà à se concentrer un peu sur le manche du trophée Madio, par exemple, où c'est quand même un bon niveau parce que c'est les meilleurs cadets en France qui se rendent sur ces épreuves-là. Et puis, une fois qu'on arrive en junior, là, c'est des épreuves internationales auxquelles on participe quand on a la chance d'y participer. Et puis là, ça devient plus sérieux parce que du coup, maintenant, les juniors cherchent plus des Conti, mais moi, à mon époque encore, on était un peu entre les deux, entre N1 et Conti. Et puis moi, j'ai eu la chance, grâce à mon parcours, de pouvoir intégrer le Vendée U. J'ai eu la chance de sélectionner 2 fois en équipe de France en junior 2e année et de gagner quelques courses aussi. Donc ça m'a permis de rejoindre le Vendée U, où là j'ai vraiment commencé le vélo, on va dire à un certain niveau quand même, parce que on découvre des épreuves élites et puis aussi de classe 2. Donc là on est quand même dans le vif du sujet. Junior c'était bien, mais quand on rentre en élite, on se dit quand même que c'est encore un autre niveau. Et puis du coup on découvre des épreuves de classe 2 qui sont encore plus dures que ce qu'on a pu connaître en élite, mais ouais, ça se fait étape par étape. Donc ça c'était bien, et ça m'a bien formaté pour après décrocher un contrat chez les pros en fin d'année dernière. Et comment c'est venu votre envie de faire du vélo? C'est depuis petit, vous avez envie de faire ça, ou ça s'est développé au fur et à mesure de votre adolescence? Alors moi, c'est assez spécial parce que comme je suis de région parisienne, ici on est très foot. Donc comme tous les jeunes de ma ville, j'étais au club de foot à Conflans. J'étais gardien de but et puis je me suis blessé sur un match, fracture de la cheville. Donc fracture de la cheville, ce qui est recommandé, c'est beaucoup de rééducation au niveau de l'assouplissement de la cheville pour on pourrait faire du vélo par exemple. Donc moi, c'est ce que je me suis dit. J'avais un petit vélo chez moi. Je me suis dit, je vais faire des tours de vélo. Je faisais des tours de 2-3 heures pour le plaisir. Et puis en fait, ça me plaisait bien, quoi. Je me suis dit le goût de l'effort est pas mal. Et puis en plus, ma rééducation c'était pendant le Tour de France, donc je partais faire ma petite rééducation le matin en roulant, et puis l'après-midi je regardais le Tour à la télé. Donc ça s'est un peu créé comme ça, je pense. Donc après, je me suis inscrit au club de ma ville, et puis c'était parti, quoi. Un parcours un peu à la Remco Evenepoel, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble, même si je faisais pas du foot au même niveau que lui. C'est vrai que c'est un peu le même destin. Et puis ouais, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré le vélo, un peu par hasard presque. Mais au final, je regrette pas d'avoir eu cet événement-là, quoi. Et justement, dans la région parisienne, vous n'avez pas eu trop de mal, vu que vous disiez que c'était surtout branché foot de ce côté-là. Pas trop difficile de trouver les infrastructures, le club notamment, et puis les parcours d'entraînement, tout ça? Pour ce qui est des clubs, ça va, c'est quand même assez fourni en Île-de-France. Même si malheureusement il y a de moins en moins de courses, il reste quand même pas mal de courses. Et puis en ce qui concerne les routes d'entraînement, moi ça va parce que je suis entre la banlieue parisienne et la campagne. Donc quand je pars rouler à l'entraînement, mais jusqu'à aujourd'hui encore, je fais 3-4 km et je suis plus dans la ville. Donc ça
Ouais, c'est assez confortable. Je peux rouler sur des routes dans le Vexin ou même en vallée de Chevreuse parfois quand j'ai des plus longues sorties. Donc en termes d'entraînement, je suis bien loti là. C'est le seul mauvais point, on va dire, c'est la météo, mais on roule tout le temps, donc on est habitué, ça va. Ouais, ouais. Surtout l'hiver, ça va pas être simple, ça va pas être sympa. Et en termes de courses dans la région parisienne, qu'est-ce qu'il y a comme grande course phare un peu pour justement pour se lancer, pour commencer à goûter aux compétitions de vélo? Ouais, ça dépend, hein. Moi, quand j'ai commencé en minime, du coup, c'était école de vélo. Je me rappelle avoir fait des courses. Première course, c'était à Satori, forcément la plus connue, qui est organisée par le père d'Anthony, mon coéquipier, Rémi Turgis. Il y a pas mal de courses. Il y a aussi toutes les courses dans le 77. Je me rappelle d'une nationale junior que j'ai faite où j'ai terminé deuxième les Boucles de Seine-et-Marne, qui est une très très belle épreuve aussi. Et puis ouais, surtout pour moi, mon championnat du monde à l'époque, c'était le championnat d'Île-de-France, que où je me battais tous les ans pour essayer d'aller chercher le titre. C'était, quand j'y pense maintenant, ça me ravive des souvenirs parce que on se mettait une pression terrible, alors qu'au final, c'était qu'un championnat régional, mais pour nous, porter le maillot à fleur de lys pendant une demi-saison, c'était déjà génial. Donc ouais, c'est toutes ces courses là. Après, maintenant, ça a beaucoup évolué, mais ouais, pour moi, c'est mes principaux souvenirs aussi. Toutes les courses dans le 77. Il y avait aussi le Tour des Yvelines qu'il y a quand on est junior, auquel on peut commencer à participer, qui est une épreuve open 1, je crois. Donc, ouais, c'est pas mal. Franchement, il y a de quoi faire quand même en Île-de-France, et puis de quoi exploiter toutes les capacités, parce qu'il y a tout type de parcours. Il n'y a pas de parcours montagneux, mais il y a quand même des courses assez dures. Ouais, il y a quelques petites bosses, quelques petits murs, je pense, à trouver Ouais, c'est ça. pour se mettre en jambes. Il me semble que vous aviez justement gagné ce championnat d'Île-de-France Ouais. il y a quelques années. Vous disiez, vous mettez de la pression, c'était tendu pour vous. Le fait de l'avoir gagné, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça a changé peut-être pour vous? Ça vous a peut-être libéré un peu dans la suite de votre parcours? Ouais, libéré, ça m'a mis beaucoup de confiance parce que le premier championnat d'Île-de-France que j'ai disputé en minime 2, du coup, je l'ai gagné. Sauf que les suivants, je les avais pas gagnés jusqu'à Junior 2. Et ensuite, en Junior 2, j'ai gagné à nouveau. C'était deux émotions différentes parce que quand on est minime 2, c'est notre championnat du monde et on prend conscience que c'est un peu notre grande course de l'année, même si bon, en minime 2, ça reste du plaisir, hein, bien entendu. En Junior 2, c'était différent. C'était surtout l'envie de gagner le championnat pour avoir le plaisir d'arborer le maillot à fleur de lys sur différentes épreuves par la suite. Moi, je trouve que c'est un très beau maillot. Je l'ai encore dans ma chambre. Et puis ouais, tout simplement aussi un point de passage, quoi, parce que c'est quand on est junior, c'est important aussi de gagner des courses pour la confiance. Et puis le bon moyen d'aller prendre de la confiance, c'était d'aller gagner aussi ce championnat avec une course où j'étais très attendu comme d'autres coureurs aussi, mais du coup ça permet de gérer la pression, même si c'est à moindre mesure. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de coureur, ouais. Est-ce que justement, bah, vous parlez de d'autres coureurs qui étaient assez attendus comme vous? Est-ce que vous savez s'il y en a qui ont réussi à atteindre votre niveau là ces derniers temps? Moi, je pense à un coureur qui a beaucoup fait parler, quelqu'un que je connais très bien, c'est Gabriel Berg, qui a été dans la Conti de Quick-Step pendant quelques mois, qui a réussi quand même à atteindre cet échelon du cyclisme. C'est pas rien. Malheureusement, bon après, ses choix ont fait qu'il s'est orienté vers l'arrêt du cyclisme, mais pour autant, ça reste toujours un passionné. J'ai discuté avec lui encore il y a pas longtemps, et c'est quelqu'un qui a toujours la passion, qui a couru là il y a pas longtemps autour des Yvelines. Sinon, autrement, de ma génération à moi, je suis pas sûr qu'il y en ait chez les pros, dans ma région en tout cas. Après, moi, j'ai été la génération avec des mecs comme Noah Isidore, Alexis Faure-Prost, Thibaut Gruel, Ouais. donc même Paul Magnier, c'est sûrement le plus connu aujourd'hui. Donc, on va dire que ouais, ma génération, quand on était junior, c'était quand même du costaud, même si celle que j'avais quand j'étais junior A était encore plus fournie avec des Denis Martinez, Pierre Gautrat et Romain Grégoire. Oui, ça va pas mal, c'est un bon niveau ça, déjà. Ouais, clairement, ouais. C'est quoi les coureurs qui vous ont inspiré, qui ont pu vous inspirer quand vous avez commencé justement à regarder le Tour de France pendant votre rééducation, des coureurs qui vous ont inspiré à devenir cycliste pro ou dans le style de course? Ah, forcément, le premier auquel je pense, c'était Alaphilippe, qui a commencé à se révéler l'année,
enfin, non, il s'est révélé à peu près en 2015, on va dire, mais en 2016, il a découvert le Tour de France et il était très offensif pendant cette édition-là. Donc lui forcément coureur français, et puis aussi Sagan qui était hyper polyvalent, qui allait chercher les sprints intermédiaires pour le maillot vert en pleine étape de montagne, qui faisait le spectacle. Et puis après, une fois que j'ai un peu plus grandi dans le sport et que j'ai eu une autre vision du cyclisme, Van Aert, parce que c'est un gars en qui je me retrouve un peu, dans le sens où il a subi pas mal de mauvaises chutes, comme j'ai pu en avoir aussi, et qui a toujours su se relever et faire preuve d'un esprit de résilience. Ça, c'est quand même pas rien, parce que quand on se relève d'une chute, il y a beaucoup de rééducation à faire, il faut beaucoup travailler pour revenir à son niveau initial. Et parfois, c'est pas facile, ça laisse des séquelles. Et lui, jusqu'à maintenant, il a réussi avec brio à revenir. C'est peut-être pas le grand Van Aert qu'on a connu, mais il est quand même revenu à un niveau très très haut quand même, quand on voit les résultats. Donc ouais, plutôt actuellement Van Aert, même si je parlerai pas d'être fan, parce que maintenant c'est différent, on est adversaire. Mais non, voilà un bel exemple, c'est sûr. Et pour vous, comment vous définiriez comme style de coureur? C'est quoi vos caractéristiques, vos points forts sur les courses? Moi, je pense plutôt être un peu coureur de classique, puncher. J'ai pas encore eu trop l'occasion de me tester sur les contre-la-montre, même si je pense qu'avec beaucoup de travail, ça pourrait aussi pas mal me convenir. Mais plutôt, ouais, coureur de classique, plutôt classique pavé, même si je m'en suis pas trop mal sorti à Liège. Il y avait quand même quelques côtes de trop dans le final, mais avec du travail, ça peut le faire. Mais plutôt classique flandrienne, c'est toujours celles qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. Et je suis content que la nature ait choisi pour moi d'avoir aussi ce gabarit-là, parce qu'au final, bon, j'aurais jamais pu être grimpeur avec ma constitution actuelle, et puis aussi avec le terrain qui est environnant chez moi. Mais ouais, plutôt coureur de classique, on va dire, et puis ouais, puncher aussi sur des épreuves vallonnées, sans que ce soit trop dur non plus. Ouais. Et puis la course idéale pour vous, ce serait quoi, justement, qui correspondrait le mieux à votre style de... Moi, je pense à deux courses, forcément. Il y en a une à laquelle j'ai participé, et une autre pas encore. La première, c'est quand même le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, forcément, c'est quand même une épreuve que j'ai beaucoup aimé disputer cette année, auquel je me suis bien senti quand même, malgré mes deux chutes. Quand j'étais dans le peloton, il restait 70-80 mecs, je me sentais encore assez bien. Bon, malheureusement, après, il y a eu la suite qu'on connaît avec les chutes, mais j'avais déjà de bonnes sensations et de bons repères. Je l'ai déjà fait 2 fois en espoir, où du coup je connaissais quand même pas mal le parcours, on va dire à partir de 120 à 130 km de l'arrivée. Donc c'est des courses, c'est cette course qui me fait rêver vraiment. Après, il y a aussi le Tour des Flandres, parce que j'ai pu tester Grand Prix E3 cette année, que j'ai bien aimé. Honnêtement, j'arrive dans le groupe pour la 10e place avec 3 autres de mes coéquipiers. Donc, c'était aussi, je pense, une belle découverte et une belle référence pour moi. Même si le Tour des Flandres, c'est quand même 1 heure de course en plus. Je pense qu'avec de la progression et de l'apprentissage, ça peut être une course qui me convient bien aussi. Un meilleur placement, une meilleure science de la course. Donc, on va dire que c'est ces 2 courses-là qui pourraient me le convenir le mieux, même s'il y en a plein d'autres. Est-ce que ça pourrait être envisageable pour vous de vous lancer sur un grand tour, comme un Giro, un Tour de France, sur des courses comme ça, 2-3 semaines, c'est envisageable, ou vous y pensez pas forcément Ah si, carrément. Bah, je pense que déjà, tout rêve de coureur cycliste, c'est de faire un jour le Tour. En tout cas, coureur cycliste français. Moi, pour mon cas, ouais, un des 3 grands tours, forcément, j'y songe à l'avenir. Je pense que pour cette année, nous, on fait que le Tour. Ce sera pas pour moi cette année, parce que je suis encore jeune, et faut d'abord que je fasse mes preuves sur des courses d'une semaine. Mais pour autant, à l'avenir, c'est sûr que mon ambition, c'est aussi de faire ces courses-là, parce que je veux être avant tout un coureur complet qui découvre de tout et qui est capable de performer sur tous les terrains. Et donc, ça passe par disputer des épreuves de 3 semaines, forcément. Et justement, on va parler un petit peu revenir un peu sur la formation, et vous parler des coureurs français. Qu'est-ce que vous pensez du cyclisme français en ce moment? On sait que voilà, ça fait quelques années qu'on attend de grands coureurs. On a eu Pinot, Alaphilippe qui nous ont fait rêver, Romain Bardet également. Pour vous, vous en pensez quoi est-ce que pour vous le cyclisme français est assez développé auprès des jeunes pour développer justement les jeunes talents, et puis essayer de ressortir pour trouver un grand coureur français capable de briller sur beaucoup de courses?
Écoutez, ouais, je pense que le cyclisme français est quand même assez développé quand on voit le nombre de clubs formateurs qu'il peut y avoir chez nous. Il y a aussi ce système maintenant d'échelon continental avec beaucoup de contis. Maintenant, toutes les équipes ont une équipe continentale. Nous, même le Vendée U est déjà passé à l'échelon continental fédéral. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, on essaye de pas louper la pépite, même si je trouve que ça se fait de plus en plus tôt et je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais des fois on va chercher les jeunes en cadet. Mais bon, quand on regarde à l'image de Paul Sexas, qui est champion de France en cadet 1, il me semble. Lui, on l'a bien fait on a bien fait de pas le louper parce que pour l'instant, ce qu'il réalise comme début de saison, c'est assez fort. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, c'est dur d'exister au plus haut plan. On va dire, quand je parle du plus haut plan, c'est la victoire forcément. Quand on a des coureurs comme Van Der Poel, Pogacar qui survolent la course. Mais c'est sûr que, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de moyens et énormément de moyens qui sont mis en place. Après, moi, je suis pas décideur et je suis pas dans les institutions du cyclisme pour savoir si on peut faire mieux ou pas. Mais je pense déjà que le système établi, il est quand même bien fait. En tout cas, pour détecter les meilleurs coureurs, c'est sûr, ouais. Et pour l'intégration dans votre équipe, vous êtes donc Total Energy. Le processus, vous avez rejoint Vendée U juste avant, qui est un peu affilié, vu que Total Energy est basé en Vendée. L'intégration dans cette équipe pro, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile ou alors ça s'est fait très naturellement? Ça s'est fait assez naturellement, je pense, grâce à l'esprit familial qui règne au sein de l'équipe. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les équipes, mais c'est le cas dans la nôtre, donc je suis assez fier de ça. J'ai la chance d'être stagiaire, même si ça a été pas de trop longue durée, ça a duré 4-5 jours, mais j'ai pu être bien déjà en contact avec les directeurs sportifs, notamment Lilian Le Breton, et puis certains coureurs avec qui je m'entends aujourd'hui très bien, comme je connaissais déjà Baptiste Vadik, Lucas Boniface du Vendée U. Mais en plus de ça, des coureurs comme Jordan. J'ai eu l'occasion aussi de côtoyer Julien Simon avant la fin de sa carrière. Et puis après, des coureurs expérimentés aussi, Mathieu Burgodeau. Et puis une fois qu'on s'était retrouvés dans notre premier rassemblement au manoir, du coup j'ai pu faire la connaissance d'un peu tout le monde. Et ça s'est super bien passé. Hein. Ça s'est fait assez naturellement au fil des sorties à vélo aussi à Calpé. On apprend à se connaître et puis c'est aussi un peu fait pour ça, au-delà de l'entraînement, de créer une certaine cohésion. Et aujourd'hui, je me sens super bien dans le groupe. On rigole bien et c'est important pour moi d'avoir un groupe comme ça parce que quand on arrive sur des grosses courses et qu'on est tous peut-être, qu'on pourrait être tendus, comme on s'entend tous bien et qu'on rigole pas mal dans les moments un peu plus off, ça permet d'être moins stressé à l'approche d'un gros événement, quoi. Ça fait quoi de courir avec des coureurs, comme vous avez dit, Fabien Burgodeau? C'est des coureurs qui ont déjà un certain nom dans le peloton. Ça vous apporte, vous, de rouler avec des coureurs comme ça pour prendre de l'expérience qu'eux ont? Ouais, carrément. Carrément, ouais, ils sont pleins de bons conseils. On voit qu'ils ont quand même le métier des coureurs. Là, j'étais avec Fabien Grelier, c'était son 10e Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est quand même, ça fait quand même parler. J'étais beaucoup aussi avec Anthony Turgis sur les classiques. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien aussi parce qu'il habite pas très loin de chez moi. On a pu avoir l'occasion de rouler quelques fois ensemble. Et puis c'est un Francilien aussi, donc le courant passe bien et puis toujours de bons conseils. C'est quelqu'un qui maîtrise super bien le placement. Je sais pas comment ça se voit à la télé, mais en course c'est assez incroyable quand on voit Anto essayer de remonter. Il arrive toujours à remonter et avoir cette facilité de se placer, ça inspire forcément parce que c'est ce que tout coureur de classique souhaite, c'est de toujours bien placer au bon moment pour jouer les premiers rôles. Et puis ouais, il y en a plein d'autres, mais je trouve que le mélange un peu de jeunesse et d'expérience qu'il y a dans l'équipe fait beaucoup de bien. C'est beaucoup de bien au collectif et je pense que ça va nous sourire dans les prochains jours, comme ça a pu nous sourire déjà il y a quelques semaines avec les victoires notamment de Steph et puis celle de Mathieu entre autres. De Mathieu, c'était Mathéo qui gagne autour du Doubs, il me semble. Ouais. Justement, on va reparler un peu de vos deux grandes courses, de vos deux grands rendez-vous auxquels vous avez participé là récemment. Vous avez parlé de Paris-Roubaix. Votre première participation après l'avoir fait en junior. Quand on est sur la grille de départ, quand on sait ce qui nous attend, comment on est à ce moment-là, à quelques minutes du départ, dans la tête, un peu de pression, de l'excitation peut-être?
Ouais, forcément beaucoup de pression parce que c'est forcément une course où on sait qu'on peut pas en sortir indemne. Hein, c'est Paris-Roubaix. Et pour autant, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qui nous attend, on est payé pour ça, donc on est prêt à l'imprévu. Un peu, on pourrait dire ça. Donc on essaye surtout d'être très concentré, de pas louper cette échappée. Bon, pour le coup, on n'a pas réussi à être dedans, même si on a bien tenté. Et puis ensuite, c'était concentration avant les premiers secteurs parce qu'il y a eu beaucoup de chutes, énormément de nervosité. C'est un carnage. Hein. Franchement, ce qui se passe avant les premiers secteurs pavés, c'est assez fou. La tension qu'il y a, tout le monde veut gratter la moindre place, et c'est normal parce que arriver en dernière position sur les pavés, c'est un vrai handicap. Et puis donc il y a forcément beaucoup de tension, mais et moi pour ma première, je pense que ça allait. J'étais pas non plus hyper stressé et ça m'a pas pris de l'énergie avant la grande bagarre, on va dire. Comment on se prépare peut-être juste avant mentalement, comme vous avez dit, revenir à se préparer à tous ces événements-là. Il y a un travail en amont pour se préparer à ça? Bah forcément, déjà, on fait des reconnaissances quelques jours avant la course pour savoir où est-ce qu'on pose les roues sur les pavés. Parce que forcément, c'est quand même des secteurs qui sont pleins de pièges. On peut pas rouler n'importe où. Les pavés, sur certains secteurs, sont vraiment pas réguliers. Il faut pas aller sur certaines parties du secteur, sinon on est sûr à 100% ou presque de crever. Après, pour tout ce qui est des aléas de la course, on les connaît déjà parce qu'on a fait souvent le groupe qui fait Paris-Roubaix a déjà fait plein d'autres classiques, donc on connaît la nervosité du peloton et on a un peu les réflexes aussi à opter quand on est dans le peloton, c'est de pas toujours toucher au frein, même si devant nous ça frotte, que deux coureurs sont épaule contre épaule. Le réflexe de n'importe qui, et c'était le mien jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, ce serait de mettre un coup de patin pour ralentir. Mais non, en fait, sur ces courses-là, tout le monde pilote bien le vélo, donc au final, c'est toujours essayer de rester fluide et détendu avant vraiment d'appuyer fort sur les pédales quand tu en auras besoin, quoi. Vous avez dit il me semble que vous avez parlé de deux chutes. Vous êtes tombé deux fois sur la course. Comment on fait pour se relever, pour repartir, pour se dire, bon là je viens de prendre un coup, mais faut que j'y retourne, faut que j'y aille parce que voilà, faut essayer de terminer. Ah, c'est dur à décrire parce qu'en fait, on n'a pas forcément le temps de réfléchir. C'est assez particulier, mais moi, ma première chute, c'était au secteur de Troisville, au bout de 500 mètres de pavé, un virage à gauche où je suis arrivé un peu trop vite. J'ai relancé un peu trop tôt, je pense aussi. J'ai glissé parce il avait plu pendant la nuit, donc c'était assez boueux. Mais en fait, j'ai glissé, mais aussitôt que j'étais par terre, je m'étais déjà relevé et reparti, quoi. Donc, tant qu'il n'y a pas de grosse casse, qu'on sent pas qu'on a un truc cassé qui serait rédhibitoire, on repart. Après, ma deuxième chute, elle était un peu plus violente, où je pense que j'ai pas mal abîmé le vélo, donc j'étais obligé de changer de vélo. J'avais fait un beau soleil quand même en descente sur les pavés. Mais bon, en fait, ça a brûlé un peu, mais moi, je me suis dit que c'est normal, hein, c'était une chute. Et en fait, je me suis dit, si je repars tout de suite, le corps, il reste chaud et en fait, je vais pas le sentir jusqu'au vélodrome, mais ça se réveillera au pire après, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, les douleurs se sont réveillées après, mais sans être trop méchante non plus. Mais j'ai pas réfléchi. J'ai pris les secteurs les uns après les autres. Et puis ouais, hein. C'est une course où on est tellement prêt à se faire mal que au final, on ignore presque la douleur sans s'en rendre compte. C'est un petit boost, on va dire, l'adrénaline qui aide à repartir. Ouais, il y a un max d'adrénaline sur ce genre de course. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est assez fou. Et comment ça se passe un peu l'organisation quand, par exemple, vous chutez, que vous perdez des places sur le peloton, ceux qui jouent la ligne, comment ça se passe après à l'arrière pour s'organiser, pour rallier l'arrivée? Ça continue de bagarrer ou c'est justement on se dit, bon, on est en course? Bah, sur ma première chute, j'étais pas encore hors jeu parce que c'était le premier secteur. J'ai réussi à rentrer parce qu'il y avait Philippe Ogana qui avait crevé. Jasper Philipsen était tombé aussi, donc on avait un petit groupe d'une vingtaine qui avons réussi à faire la jonction sur le groupe de tête, enfin sur le peloton des favoris plutôt. Par contre, ma deuxième chute, après, je me suis retrouvé dans un petit groupe éto, mais on s'est vite retrouvé éparpillé après à Rambert parce que du coup, on s'était retrouvé dans les voitures, dans la file des voitures pendant la trouée d'Arambert, donc c'était un vrai carnage. Et puis une fois sorti, en fait, j'étais avec trois autres coureurs, et sauf qu'au final, après les secteurs, au bout d'un moment, j'étais plus tout seul. Donc j'ai fini, je pense, les 80 derniers kilomètres, peut-être un peu moins,
tout seul, mais bon, pour autant, il y a tellement de public qu'au final, on n'est jamais trop seul. Hein. C'est assez exceptionnel ce qui se passait sur les secteurs, le monde qu'il y avait. Donc, assez heureux d'avoir pu finir et puis surtout très surpris de l'attitude des supporters qui encouragent les coureurs du premier au dernier. Je finis quand même à peut-être pas 30 minutes, mais quasiment un peu moins de Mathieu Van Der Poel. J'ai fait tout seul, donc j'ai pris pas mal de temps et pour autant, le public était là pour encourager et ça, c'est admirable parce que on voit que c'est quand même un public de passionnés qui se déplace pas seulement parce que c'est une fête, mais aussi parce qu'ils savent par quoi on passe les coureurs, quoi. Et ça fait quoi de passer justement sur des endroits mythiques comme la Trouée d'Arambert, le Carrefour de l'Arbre, l'arrivée au Vélodrome avec justement, comme vous disiez, ce public, cet engouement autour de cette course. Forcément, je pense que les émotions doivent être assez fortes quand on se dit c'est les endroits que je voyais passer à la télé quand j'étais gamin et là maintenant j'y suis. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est vrai que ça fait rêver. D'y passer en course, c'est encore autre chose avec tout ce public-là et j'ose pas imaginer encore les frissons que ça doit être quand on joue la victoire ou une très belle place devant. Mais c'est vrai que c'est des lieux mythiques du cyclisme. Je les ai vus maintes et maintes fois à la télé quand j'étais petit. Et puis maintenant, c'était à mon tour d'y passer et c'est encore plus impressionnant qu'à la télé, quoi. Vraiment, on passe tout près des spectateurs. Tout le monde crie, c'est un brouhaha assez indescriptible et ouais, beaucoup d'émotions et puis surtout un soulagement d'arriver sur le Vélodrome de Roubaix parce que on passe pas souvent une bonne journée, quoi, à part quand on a un peu de chance avec les crevaisons et les chutes, mais souvent on passe pas une bonne journée à Roubaix quoi qu'il arrive avec les pavés et la difficulté du parcours. Donc arriver au Vélodrome de Roubaix, c'est toujours une belle récompense, ouais, c'est clair. Ouais, puis c'est un peu ce qui fait la force du vélo aussi, c'est un sport qui rassemble, le fait que tout le monde puisse y assister depuis le bord de la route sans avoir à payer quelque chose, ça aide aussi à faire venir du monde, surtout sur une course aussi mythique que Paris-Roubaix. Totalement, ouais. Paris-Roubaix, c'est bon. Après, vous avez enchaîné avec Liège-Bastogne-Liège, une autre grande course, un monument réputé dans le monde du cyclisme. L'enchaînement des deux courses, comment ça s'est passé? Pas trop dur, là, après récupération après Roubaix et après se refocaliser tout de suite sur Liège? Assez dur quand même parce qu'au final, j'avais l'Amstel Gold Race entre les deux où j'étais pas brillant parce que j'avais pas très bien récupéré de Roubaix. C'est une course, on m'a dit qu'on pouvait mettre pas mal de temps à s'en remettre et pour moi ce fut le cas. J'ai pas réussi à retrouver mon niveau pour l'Amstel que j'ai pas fini, mais quand je suis rentré chez moi après, je me suis reconcentré sur l'essentiel, de bien s'entraîner, bien s'alimenter et bien dormir pour essayer de rattraper le coup et d'optimiser un maximum la récupération. C'est ce qui s'est passé au final vendredi à la reconnaissance. Ça s'est bien passé, j'ai des bonnes jambes. Le mercredi, par contre, ça s'est un peu moins bien passé parce que je suis tombé à l'entraînement. Dans un virage, j'ai glissé et ça m'a quand même causé des belles plaies, mais j'ai quand même fini la sortie pour faire les bornes avant Liège. Mais au final, ça m'a pas trop porté préjudice le dimanche pendant la course, même si c'est ce qui me coûte un peu de lâcher le groupe d'échappée dans la descente. J'étais très crispé parce que du coup, je tombe dans un virage le mercredi et j'avais encore pas mal de tension. Je pense que c'est surtout psychologique, hein, mais du coup, les descentes, on les faisait à bloc pour pas que le peloton nous reprenne. Et moi, j'étais un peu moins à l'aise que les autres, donc je prenais toujours des petites cassures. Mais je suis quand même assez content de la course que j'ai faite, parce qu'au final, pendant Liège, nous, on avait dit au briefing que l'échappée sortirait assez rapidement. Le départ de Liège, faut savoir que c'est en montée, donc souvent, il y a un ou deux coups qui sortent, et puis après, c'est le bon. Sauf que là, en fait, ça a bataillé quand même pendant pas mal de temps. L'échappée, elle sort peut-être au bout de 25-30 minutes, quoi. Et puis moi, j'avais essayé d'y aller, mais c'était pas facile parce que un coup j'y allais, on se faisait reprendre, un coup j'y allais pas, ça sortait, mais au final ça se faisait reprendre ensuite. Et puis à un moment, en bas d'une descente, j'ai senti et je me suis dit c'est peut-être le moment d'y aller pour aller dans l'échappée. Il y avait déjà Valentin devant, donc j'ai réussi à faire le jump et puis on s'est retrouvé 12 devant, donc c'était un beau groupe, parce qu'à 12 on laisse beaucoup moins de force qu'un groupe de 4 ou 5. Et puis ensuite c'était parti, hein, on a roulé, on s'est bien entendu jusqu'à l'enchaînement des difficultés au mur de Stokke. Et c'est là où j'ai décidé de mettre une accélération dans le groupe de tête et de monter à fond pour faire la sélection, parce que le peloton était pas loin derrière, les voitures nous avaient doublé, donc je supposais qu'il y avait moins d'une minute entre les deux groupes.
Et puis ouais. Ensuite, on a passé la haute levée et dans la descente du Rosier, malheureusement, la descente pour aller au col du Rosier, j'ai décramponné du coup pour les raisons que j'ai citées précédemment. Beaucoup trop de tension et d'appréhension encore psychologique dans les descentes. Mais bon, ça c'est quelque chose qui arrive souvent quand on prend une gamelle. C'est pas un traumatisme sur le long terme, mais c'est vrai que 3-4 jours après, c'est encore assez vif comme réflexe. Ouais. Ouais, ça laisse encore un peu de traces physiques et mentales. Comment ça se passe pour, justement, vous parliez pour aller de bondir, de sauter dans le bon groupe. Comment ça se passe avec d'autres coureurs? Vous consultez, vous regardez, petit regard en mode tu y vas, j'y vais, on y va ensemble. Comment ça se passe pour créer voilà, cette bonne échappée? Bah en fait, c'est assez particulier parce que tout le monde voulait y être dans cette échappée. On avait des coureurs d'Ineos qui attaquaient, des coureurs de Bahreïn, des coureurs de plein d'équipes qui attaquaient, alors que normalement ces équipes-là vont jamais dans l'échappée. En fait, c'est juste que face à Pogacar, il y a beaucoup d'équipes qui cherchaient à anticiper parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient au pied de la redoute avec Pogacar, c'est fini. Donc tout le monde a essayé de prendre un coup d'avance. Il y a plein de grosses équipes pour le Tour qui voulaient y aller. Donc ça bataillait beaucoup, mais aussi honnêtement, non, pas de signe parce qu'en fait, on voyait un coureur qui attaquait devant nous et si on voulait aller dans l'échappée, on le suivait quoi. Et puis c'était plein d'attaques successives pendant pas mal de temps. Et puis au final, comme on prend la bonne échappée, c'est un peu de flair forcément, et puis aussi pas mal de chance parce qu'au final c'est le peloton qui décide s'il nous laisse partir ou pas. Moi j'ai eu la chance de faire le jump au bon moment. J'arrivais de l'arrière en bas d'une descente, donc j'avais peut-être 4-5 km/h de plus que tout le monde avec l'aspiration, et j'ai gardé mon élan pour sortir, et ça l'a fait, mais ça aurait pu très bien ne pas le faire si le peloton avait décidé autrement. Donc c'est un mix entre sentir le bon coup et aussi avoir la chance que le peloton soit d'accord avec cette échappée-là qui était quand même bien nombreuse. Pareil, après d'avoir justement un peu dynamité la course une fois dans l'échappée, notamment dans les côtes, dans les difficultés. Est-ce que ça peut être un motif d'encouragement pour vous à se dire, voilà, j'ai vu que j'avais les capacités pour le faire, pour mettre en difficulté certains autres coureurs. Est-ce que c'est un point que vous pouvez travailler pour essayer de vous améliorer là-dedans et puis pourquoi pas devenir encore un meilleur puncher que ce que vous pourrez être maintenant? Ouais, carrément. Pour être honnête, et je pense que l'équipe a pensé aussi pareil. Je me suis assez surpris parce que je savais que je passais des bosses correctement sur les courses, c'était pas un problème. Mais là, on parle quand même des bosses de Liège-Bastogne-Liège qui sont quand même plus longues et plus pentues. Mais je me suis agréablement surpris parce que j'ai quand même pas le gabarit pour ces bosses-là. Mais au final, je pense que ça s'est bien passé. Après, je pense que la course est différente aussi qu'on la passe dans le peloton ou dans l'échappée, mais je me sentais plutôt bien dans les bosses. Et c'est sûr que après l'expérience que j'ai connue là, ça me tente d'y revenir les prochaines années parce que avec peut-être une meilleure préparation encore et puis il y a plus de force aussi avec les années, forcément. La progression naturelle, je pense que c'est une course qui pourrait quand même me convenir si je m'accroche de bout en bout. Alors jouer la victoire, je sais pas, mais il y a peut-être ce groupe qui arrive toujours pour le top 5, pour des belles places en tout cas, qui arrivent où ils sont une trentaine même parfois. Je pense que si vraiment j'arrive à élever mon niveau assez haut, je pourrais peut-être un jour accrocher ce groupe-là parce que une arrivée au sprint après une course aussi longue, pour mon gabarit, je pense que ça peut quand même bien me convenir. Donc pourquoi pas, ouais, ce serait chouette. Et faire partie d'une échappée comme ça sur une course comme Liège-Bastogne-Liège, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit ouais, je suis à l'avant, maintenant il faut assurer parce que derrière ça revient fort, on n'a pas beaucoup de temps accordé par le peloton. Comment on fait pour lutter un peu pour justement essayer d'aller le plus loin possible? Faut être assez intelligent. J'ai eu de la chance d'être accompagné de coureurs d'expérience dans l'échappée, comme des coureurs comme Jacquet, comme Sepulveda. Donc c'est des coureurs qui ont déjà fait pas mal d'échappées. Moi, je maîtrise un peu moins cette technique, mais l'idée, en fait, c'est de jouer un peu avec le peloton et de pas leur montrer qu'on est trop fort. Donc, en gros, on sort, on essaie de prendre 4-5 minutes et puis après, on ralentit et on essaye de pas trop laisser d'énergie. Et en fait, le peloton, il a aucun intérêt à rouler plus vite que nous pour boucher les 5 minutes d'un coup. Donc, en fait, si on décide de rouler à je sais pas moi, 39 de moyenne, le peloton, il roulera pas à 42 parce que sinon, s'ils nous reprennent à 130 bandes de l'arrivée, ils risquent de s'exposer à des contres. Donc en fait, l'idée c'est toujours de jouer un peu au chat et à la souris avec le peloton, jusqu'au moment où le peloton commence à vraiment mettre en route pour fatiguer les autres adversaires, quoi, comme UAE l'a fait, où ils sont mis toute l'équipe au service de Pogacar pour fatiguer les équipiers des autres leaders et puis aussi tous les coureurs en général. Hein.
Et là, par contre, là, faut faire de la résistance. Donc, on s'entend bien pour passer des relais appuyés, surtout dans les parties descendantes, parce que c'est là où le peloton reprend le plus de temps avec l'effet de boule et d'aspiration du peloton. En échappée, on perd beaucoup, beaucoup de temps sur ces parties-là. Donc, on essaye de vraiment bien appuyer dans les descentes et puis dans les montées, on monte quand même un bon tempo. Et puis aussi toutes les descentes, faut bien virer et puis essayer de perdre le moins de secondes possible. Donc c'est un peu ça la technique pour essayer de tenir le plus longtemps. Et puis après, une fois que la guerre est lancée, c'est aussi à la pédale, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Et justement, quand on se fait décrocher à la pédale, bon, il y a des nombreux facteurs pour vous à ce moment-là de la course, même si vous avez fait beaucoup de résistance jusqu'alors, c'est déjà une belle course de votre part. Et quand on décroche justement, quand on se dit bon bah voilà, c'est fini pour moi, comment ça se passe? On se dit bon, je prends un peu moins de risques, je suis plus détendu maintenant pour aller l'arrivée, ou j'essaie quand même de m'accrocher encore. Forcément, le job a été fait. En tout cas, ce qu'on m'a demandé au briefing a été fait, je pense, que de la bonne manière. Donc, j'étais assez détendu. Je me suis dit que c'était quand même une bonne journée de passer Liège-Bastogne-Liège à l'avant. C'est aussi là où on réalise un peu ce qu'on fait, parce qu'au final, quand on est dans l'échappée, que ce soit Liège ou une autre course, l'objectif reste le même, c'est d'aller le plus loin possible. Mais une fois qu'on est un peu, qu'on s'est un peu détaché de cet objectif-là, on se dit, bah, c'est quand même Liège, c'est quand même un monument. Donc, c'est chouette d'avoir fait ça. Et puis après, ouais, du coup, moins de pression, moins de risques forcément dans les descentes, mais bon, on n'a pas non plus toute la journée pour finir l'épreuve, donc on s'applique à finir quand même le plus vite possible sans jouer sa vie, parce que forcément l'objectif de performance n'est plus le même. Oui, j'imagine. Et comment ça se passe bon, alors, super d'avoir fini une course comme ça. Comment ça se passe justement dans le bus, dans le car, ou même la veille, pour préparer ce genre d'épreuve, le briefing un peu traditionnel, comment ça se passe pour définir la tactique de course? Bon, ça, c'est un peu en concertation entre les coureurs et le directeur sportif. Le directeur sportif, la veille, il propose une stratégie qui est adaptée en fonction du profil des coureurs et de la course. Nous, on a fait une reconnaissance le vendredi d'une bonne partie du final, donc on le connaissait bien. Et puis, il y avait quand même des coureurs expérimentés pour nous parler un peu des pièges qu'on n'a pas pu voir pendant la course. Maintenant, ouais, un briefing, c'est le directeur sportif qui propose en accord aussi avec les leaders de l'équipe. Et puis, on établit le plan de bataille, les objectifs pour chacun. Il y a aussi et ça, je pense qu'à la télé, des fois, on peut pas trop s'en rendre compte, mais des équipiers qui sont voués à ce que leur course soit finie à peut-être parfois à 100 km de l'arrivée pour avoir un bon placement. Parce qu'en fait, il y a des moments dans la course où pour être bien placé, il faut sacrifier un gars en tête du peloton pour le faire rouler à bloc et éviter que les gars derrière remontent, quoi. Donc ça fait partie du cyclisme, c'est aussi une stratégie. Donc tout le monde connaît son rôle, la veille de la course. Parfois c'est un peu le matin aussi qu'on fait ça, mais ça se passe plutôt comme ça. Et après un briefing, c'est aussi anticiper plus ou moins à l'imprévu, même si on ne peut pas tout le temps le faire, mais parler des différents scénarios qui peuvent arriver. Donc on va dire qu'on anticipe un peu de tout sur un briefing, mais après la course, ça reste du cyclisme, hein. Donc on est un peu livré aussi à notre instinct, mais c'est sûr qu'avoir un plan de bataille bien établi, ça aide avant la course. Bon, et maintenant, vos prochains objectifs pour vous, pour le reste de la saison, qu'est-ce que c'est? Des gros rendez-vous au programme, de beaux objectifs, de belles courses de prévues pour les prochains mois? Ouais, des belles courses qui arrivent pour moi avec la classique Dunkerque, qui est une nouvelle course au calendrier, qui est juste avant les 4 jours de Dunkerque. Je vais être aussi une course à Cologne, et puis ensuite un programme essentiellement en Belgique avec la Bruxelles Classique, le Tour du Outland, il me semble, et puis aussi Copenhague, une nouvelle course World Tour qu'ils ont créée cette année. Et puis ensuite le grand événement de l'année aussi, le championnat de France qui aura lieu en Vendée, donc chez nous. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'attentes autour de nous avec forcément une course à domicile, mais moi j'ai très hâte d'arriver là-bas pour sentir toute la ferveur et puis aussi parce qu'on a une très belle équipe on va pouvoir s'aligner avec quand même pas mal d'ambition. Et donc ouais, j'ai hâte, mais en fait première année pro, j'ai hâte de toutes les courses, hein, parce que au final je les connais pas, donc c'est tout le temps un scénario différent. Même si la plupart des courses que je vais faire vont sûrement arriver par un sprint, il y a quand même de quoi faire et du bon boulot à faire en amont, et puis peut-être aussi d'autres potentiels échappés. Ouais, en tout cas, je vous le souhaite. Dernière petite question.
Vous parliez de beaucoup de courses où vous voyagez, vous vous déplacez. Comment ça se passe? C'est compliqué de faire tous ces déplacements? C'est sympa à faire de découvrir de nouveaux paysages comme ça, avoir la chance de découvrir des pays par la route et par le vélo? Ouais, c'est sympa. Je vais plutôt dire que c'est sympa, même si c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans les gares et les aéroports. Forcément, il faut se déplacer, mais bon, au final, le jeu en vaut la chandelle, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que j'ai l'occasion de faire des courses assez sympas. J'ai beaucoup aimé Majorque, par exemple. C'était une belle course. C'était un niveau très relevé. C'est peut-être une des courses les plus dures en termes de niveau que j'ai fait parce que tout le monde arrive à 100%. C'est sorti de stage en Espagne et tout. Donc, j'ai bien aimé. Les parcours étaient assez sympas. Et puis ensuite, j'ai fait Oman aussi. Donc, c'était pas mal. C'était une autre culture, hein, quelque chose de différent. Et puis, un nouveau continent aussi à découvrir. Donc, on va dire que j'ai pas mal voyagé là dans cette première partie de saison et c'est génial de pouvoir faire ça en même temps de pratiquer son métier. Et puis ouais, on dit souvent que les voyages sont assez contraignants en termes de fatigue avec les aéroports et tout. Je vais pas nier, c'est vrai. C'est quand même pas la partie la plus facile de notre métier, mais on va pas se plaindre parce que souvent c'est pour aller dans des destinations assez chouettes et passer des bons moments sur des courses assez prestigieuses. Oui, j'imagine. Bon, merci beaucoup Ryan, hein, très gentil d'avoir pu discuter comme ça avec moi, ça fait très plaisir. Franchement, avoir la chance de discuter avec un coureur pro comme ça fait toujours plaisir, c'est très sympa. Merci beaucoup, bon courage à vous pour la saison. Je remercie une nouvelle fois Ryan pour son temps accordé pour cette interview, en espérant que ce premier épisode vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le compte hors jeu, il y a plein d'interviews qui vont arriver très prochainement, en espérant que cela vous plaise. Merci de m'avoir écouté, je vous dis au revoir et à bientôt.